puisque quand on parle de ces sujets, je pense qu'il faut aussi le vivre. Et donc on va commencer tout de suite. J'ai oublié peut-être de me présenter, mais c'était écrit sur la fiche. Je suis le docteur Nicole Carsanti. Je suis installée à Montpellier, un peu en pointillé cette année parce que je fais une formation. J'ai décidé de redevenir étudiante et je ne suis pas beaucoup à Montpellier en ce moment. Alors, à la petite sonnerie, vous allez fermer les yeux. Et vous allez faire un état des lieux de ce qu'on appelle la météo intérieure. Donc, je me demande comment je me sens en cet instant. Je cherche où je ressens mon souffle pour juste le constater. Je cherche à ressentir mon corps dans sa position. Et je m'interroge simplement, qu'est-ce qui m'a fait venir ici ? Merci pour ce temps de pause. Et je vous disais tout à l'heure que j'étais, comme vous, redevenue étudiante cette année. Et bien, dans le titre est un peu provocateur. Moi, j'avoue que depuis presque 2 semaines et demie de rentrée des classes, je suis à Bordeaux. Eh bien, j'ai eu un gros dilemme avec les pains au chocolat. J'étais vraiment avec un problème avec eux et je me suis dit qu'il fallait que j'ai une discussion avec ça, entre moi et moi-même, parce que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Voilà, bien sûr, parce que j'étais soumise à des stress auxquels je n'avais pas l'habitude. Et là, vous avez une diapositive de notre vie, si nous tenons jusqu'à 90 ans, peut-être plus, mais peut-être moins aussi, puisque la moyenne d'âge est entre 80 et 84 ans. Et bien, quand on voit ça sur un tableau, on va faire une moyenne de l'âge des participants. Là, vous avez une moyenne d'âge qui est à peu près à 25 ans. Quand on voit notre vie en semaine, eh bien, vous voyez que ça n'est pas infini. Et on a l'impression que c'est infini. Eh bien non. C'est donc précieux. Et je veux que ma vie contienne quoi ? Je vous laisse quelques instants pour rêver à ça. Sauf que le problème, c'est que je suis souvent en pilote automatique. Et si je suis en pilote automatique et que je laisse les commandes à ce pilote automatique, eh bien je ne peux pas choisir ce que je veux mettre dans ma vie. C'est lui qui commande.
Alors voilà, Elpida est venue me voir. Et elle m'a dit, voilà, je voudrais que vous fassiez une conférence pour aider les étudiants à mieux gérer leur stress sans prendre 10 kilos dans l'année. C'est ça, hein? Voilà, alors je ne sais pas si vous êtes tous concernés par ça, ou peut-être que vous en connaissez qui sont concernés. Et on ne va pas faire un topo sur la nutrition dans cette conférence, mais juste un petit rappel. Qu'est-ce que le comportement alimentaire? Attendez, je vais prendre ma souris, parce que ça va être mieux, pour faire défiler. Un instant. Voilà, donc le comportement alimentaire, eh bien, c'est pour satisfaire le besoin de survie, hein, bien sûr, on a besoin d'apports énergétiques et en micronutriments pour vivre, besoin psychologique de plaisir, et le groupe, les partages sociaux, la symbolique, plein de raisons. Et nous, qu'est-ce qui nous fait manger? Est-ce qu'on mange par faim? Par plaisir? Quand on n'est pas bien? Machinalement? Quand on est stressé? Plein de raisons. Vous vous sentez concerné? Et est-ce qu'on est toujours conscient de ce qui nous pousse à manger? En fait, pas toujours. À moins que je me trompe, mais on est souvent dans un comportement un peu machinal. Alors, là, j'ai trouvé cette photo sur le net. La nourriture, elle a quand même un sens. Donc, je trouvais que c'était mignon. Il y avait écrit « mal manger peut tuer ». Bon, c'est sur du long terme, quand même. Mais c'était quand même pour avertir que ça avait un sens, une qualité alimentaire. C'est ce avec quoi nous sommes fabriqués. Et nous sommes fabriqués jusqu'à la moindre de nos cellules, le moindre de nos neurones. Tous nos neuromédiateurs, tout notre système hormonal se renouvelle régulièrement. De 1 jour à 2 mois, tout est complètement renouvelé. C'est une machine incroyable qui a besoin de nutriments. Alors j'ai mis alors un peu de qualitatif, s'il vous plaît. Voilà, donc vous trouverez souvent sur le net qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir de meilleures performances, qu'on va mieux fonctionner. Donc ce sont des choses dont vous avez certainement entendu parler. Si vous deviez enseigner à d'autres comment bien manger, je pense que vous sauriez le faire. Et dans le titre, il y a pleine conscience au chocolat. C'était un peu provocateur parce que ça voulait dire qu'il y avait peut-être un bug. Alors j'ai mis cette petite photo. Est-ce qu'il y a une incompatibilité à bien manger et à manger des choses qui pourraient ne pas être dans la photo précédente? D'ailleurs, dans la photo précédente, il y avait du chocolat. Alors, donc, pourquoi elle avait ce titre et pourquoi le thème de cette conférence? C'est parce qu'on peut être soumis au stress. Et donc, je vais faire un petit rappel de ce qu'est le stress. Donc, le stress, peut-être que les étudiants de psycho le savent, et bien sûr que ça pourrait être plus développé, mais le stress, c'est un phénomène d'adaptation qui est complètement normal à tout changement de l'équilibre intérieur. C'est une réaction de l'organisme qui entraîne des réactions hormonales, des sensations physiques. Et très souvent, ça nous surprend et ça a une connotation négative. On peut l'associer à de la peur, à un inconfort, un mal-être. Mais il ne faut pas oublier que le stress, c'est aussi très positif. Si nous n'avions pas de stress, en fait, nous serions morts. Le fait simplement d'être vivant veut dire qu'il va y avoir des petits déséquilibres permanents, une adaptation du corps permanente
pour revenir à un état d'équilibre. Et vous avez donc ce côté très positif, où il y a eu des études qui ont bien montré que le stress rendait plus fort et plus intelligent. On a tout qui est mobilisé quand on est vraiment motivé pour faire quelque chose et tendu pour faire quelque chose. Mais nous ne sommes pas égaux dans la manière de ressentir le stress, ce qui peut être très difficile pour l'un, peut-être pour quelqu'un d'autre amusant, excitant, à peine gênant. Et donc là, je vais vous demander de vous tourner vers votre voisin et de partager, juste entre vous, quelques idées que vous avez pour mieux vivre des événements stressants qui vous semblent difficiles. On se donne 2 minutes. On apprend beaucoup de l'échange avec les autres. Ça peut me donner des idées. Et c'est ce qu'il y a de bien d'ailleurs dans le travail de groupe. Entrez, monsieur. Respirer, ça dépend de la situation. Ça dépend de la situation, ça dépend du stress, ça dépend si le stress est à long terme ou à court terme, si je suis pressé par quelqu'un d'autre. Ça dépend de plein de facteurs. Mais oui, la respiration principalement. Ça va, le brouhaha se calme un petit peu, donc peut-être que vous avez déjà eu quelques échanges et peut-être même des nouvelles idées dans le partage. Et donc bien sûr, il n'y a pas de mal à vouloir calmer un stress excessif. Ce qu'il faut se demander, quelles que soient les solutions qu'on ait eues, c'est d'abord quel est le résultat à court terme et aussi si c'est efficace à long terme. Et parfois, selon les solutions qu'on a prises, ça peut être pire après. Est-ce que vous connaissez ça ? Et d'où l'importance de choisir. Mais sauf que quand on ne supporte pas ce stress et qu'on veut vite l'enlever, on réagit un peu trop vite. Et donc c'est un phénomène réflexe qui agit. Et quand on est en phénomène réflexe, je remets la diapo tout à l'heure, je ne peux pas choisir. C'est le pilote automatique qui commande. C'est comme si quelqu'un d'autre avait pris les commandes de notre vaisseau, de nous-mêmes, et nous fait faire quelque chose que nous n'aurions pas fait si nous avions pris le temps de réfléchir à ça au calme. Ça va ? Ça vous parle ? Oui ? Alors donc on aborde le premier thème du titre, la pleine conscience. C'est quoi ? C'est porter notre attention, être pleinement présent au seul moment qui soit notre réalité, le moment présent, avec curiosité et ouverture. Alors, tous les mots sont importants et je remettrai à la fin du PowerPoint une définition officielle de la pleine conscience. Mais vous avez le mot « porter notre attention », le moment présent et cette notion d'ouverture à ce qui est. Donc, pas de jugement par rapport à ce qui est.
Alors, je ne sais plus comment on a trouvé ça. Vous le savez peut-être, les étudiantes en psy, il paraît qu'on a 60 000 pensées par jour. Vous saviez ce truc? Et il paraît que 95%, j'ose pas dire 99%, j'ai réduit un peu, sont les mêmes que la veille. Alors franchement, on n'est pas très originaux et on est en perpétuel vagabondage de pensée en pensée. Et parfois, il y en a des plus familières auxquelles on s'accroche. Et on s'accroche comme si c'était notre réalité. Alors qu'on en a 60 000 quand même. Et on court derrière elle, comme un lièvre derrière une carotte, comme si elle nous commandait. Alors on va faire un autre exercice. Alors, si vous voulez que ce soit enregistré, je ne sais pas, mais parce qu'ils enregistrent le truc. Donc, vous allez faire comme moi. Je vais poser les mains. Vous mettez vos mains sur vos yeux et vous écartez très légèrement vos doigts. Et vous allez regarder. Vous regardez à travers vos doigts. Alors, comment vous semble la vie vue à travers les doigts? Est-ce que le champ d'observation est intéressant? Un peu limité peut-être. Et maintenant, donc, gardez les mains sur les yeux, pour ceux qui les ont enlevés. Vous allez lentement décoller vos mains et les mettre devant vous. Alors qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe que c'était les mêmes mains qui étaient collées sur vos yeux, sauf que là maintenant, vous voyez que ça a la forme de main, et en plus, je pense que vous pouvez voir un peu plus la pièce qui est autour de vous et les gens qui vous entourent. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Ok. Et c'est comme ça pour nos pensées. Ici, c'était, je ne sais pas si vous voudriez le PowerPoint, c'était une description de l'exercice qu'on vient de faire. Donc en fait, quand on pratique la pleine conscience, ça nous aide à nous déscotcher de nos pensées. Et donc du coup, on peut observer les pensées, comme on a fait tout à l'heure en observant nos mains, mais sans être fondu à nos pensées. Parce que quand on est fondu, on ne se rend même pas compte que ce ne sont que des pensées. On pense que ça fait partie de nous. Et la pratique de la pleine conscience nous aide à faire ça. Et nous aide à reprendre les commandes de notre pilote automatique. On va encore faire un exercice. Vous allez fermer les yeux. Et vous allez simplement porter votre attention sur votre souffle, que l'on peut percevoir à différents endroits de notre corps, lorsque l'air entre et lorsque l'air sort. Par exemple, vous pouvez porter votre attention au niveau des narines, de la poitrine, du ventre qui se gonfle. Et vous observez ce souffle instant après instant, juste tel qu'il est, sans vouloir le modifier. Si vous constatez, ce qui est probable, que votre pensée s'échappe ailleurs, dès que vous le notez, que vous le constatez, simplement vous ramenez votre pensée là où vous en étiez de votre concentration qui était sur le souffle. Et même si la pensée s'échappait des dizaines de fois, patiemment, gentiment,
vous le notez simplement et vous ramenez votre attention là où vous en étiez. Et là, nous étions au souffle. Voilà, vous pouvez réouvrir les yeux, revenir dans l'espace de la pièce. Qui est resté complètement fixé sur le souffle? Qui a eu ces pensées qui s'échappaient? Ok. Donc, vous êtes normal, c'est bon. On est tous pareils. Cependant, la différence, c'est que là, vous vous en êtes rendu compte. Qui a pu s'en rendre compte et revenir à l'observation du souffle? Ok. La pratique de la pleine conscience nous entraîne à ça. Ce n'est pas d'être figé dans le moment présent, c'est de prendre conscience quand on s'en éloigne et de le ramener au moment présent. Et là, dans notre moment présent, nous avions décidé d'observer notre souffle. Alors là, quelques petites notions que nous permettent de faire la pleine conscience quand on la pratique. On a parlé de se déscotcher de nos pensées. Forcément, ça nous aide à prendre de la hauteur sur nos événements de vie. Parce que nos événements de vie, ce sont souvent des pensées qui tournent en rond et qu'on rumine. Quand on a des moments difficiles, des émotions difficiles, puisqu'on a cette petite prise de hauteur, ça nous apprend à accepter l'émotion qui est là et à faire ce qu'on appelle surfer avec la vague de l'émotion. L'émotion est assimilée à une vague, et très souvent, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de vouloir retenir cette vague. Et vous imaginez, si vous comparez à la mer, c'est mission impossible, vous y passeriez votre vie. Et donc, il est beaucoup plus facile de se laisser aller avec la vague, et plutôt d'apprendre à faire du body surf ou du surf sur une planche. Puis quand on sait, petit à petit, d'abord on apprend sur le sable, puis après on peut s'amuser avec les vagues. La pleine conscience également, dans le fait de porter notre attention, nous permet de mieux profiter du moment présent. Je suppose que si vous êtes avec une charmante jeune fille ou un charmant jeune homme et que votre tête est prise ailleurs, vous allez un peu rater le moment présent, non? Et puis l'autre, il risque de s'en rendre compte aussi. Donc ça ne va pas être sympa pour aucun des deux. La pleine conscience, on est avec ce qui est, dans le moment présent, puisque c'est déjà là. On ne peut pas râler du fait qu'il faille des nuages dehors, parce que de toute façon, ils sont déjà là. Et c'est un peu ça. Avec ce qui est, on le constate, on ne le juge pas, et on a une notion de bienveillance. Est-ce que vous vous êtes déjà jugé négativement? Très souvent, on sait mieux faire ça que de se juger positivement. On n'arrête pas. Donc, la pleine conscience pratique ce qu'on appelle la bienveillance à l'égard de nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas l'être à l'égard des autres si on n'est pas à l'égard de nous-mêmes. Et bien sûr, à l'égard des autres. Elle nous apprend aussi, comme on l'a fait tout à l'heure sur le souffle, à mettre le focus sur quelque chose qui nous importe. Donc, ça nous permet de pratiquer la concentration sur ce qui est important pour nous. Et là, je pense que vous êtes pour beaucoup dans des études où il faut se concentrer et apprendre. Et ça remet à sa place. Alors là, c'est un petit clin d'œil à Tim Urban, qui a fait pas mal de choses sur la procrastination et qui parle du petit singe gratificateur qui a envie de récompense immédiate. Eh bien, la pleine conscience, quand on se rend compte de ça, on a plus facilement la capacité de lâcher ce petit singe qui se croit tout permis et de se recentrer. On reprend les commandes. Donc ça peut être très intéressant pour notre capacité d'apprentissage. Donc juste je récapitule. Je peux manger pour d'autres raisons que la faim.
Ma vie précieuse, importance de choisir ce qu'on y met. Le stress est normal. Je suis souvent en pilote automatique et ça m'empêche de choisir ce qu'il faut vraiment que je fasse. Et la pratique de la pleine conscience m'entraîne à porter mon attention au moment présent, à développer un esprit de curiosité, d'acceptation de non-jugement, d'accepter ce qui est, de surfer avec la vague, d'apprécier les bons moments, prendre de la hauteur sur les moments difficiles et choisir en pleine conscience. Alors, on va faire de nouveau un petit exercice. Alors, vous avez entendu parler des crises de panique. Eh bien, la pleine conscience, ça peut être dans la journée des petits instants que vous allez prendre comme ça et qu'on va appeler une crise de calme. Donc là, vous allez simplement fermer les yeux. C'est vrai que vous étiez déjà calme, mais ça rend énormément service quand on parsème la journée comme ça, de petits moments. Et vous allez juste porter attention à votre souffle, au niveau du ventre, en laissant tranquille votre ventre sans le contracter et en étant attentif au moment où il se gonfle et se dégonfle. Rappelez-vous, si vous avez des pensées, dès que vous notez que vous êtes parti ailleurs, vous ramenez votre attention au niveau du ventre. Voilà, comme vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir les yeux. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont eu des difficultés à se calmer 2 minutes? Un petit peu, plus ou moins. Maintenant, vous avez un petit peu l'habitude depuis le début. Alors, cependant, c'est normal d'avoir des difficultés, parce que ça demande un entraînement. Comme on l'a vu tout à l'heure, l'esprit n'arrête pas de papillonner dans tous les sens. Et c'est comme un muscle, si on ne l'entraîne pas, au moment où on en a besoin, il n'est pas très fonctionnel. Et là c'est pareil, la pratique de la pleine conscience demande un entraînement, un peu comme pour muscler notre cerveau, la capacité qu'a notre cerveau à se recentrer. Et quand on a cette capacité, du coup, on peut utiliser cet outil pleine conscience au moment où on en a besoin. Donc ce n'est pas juste d'assister à une conférence qui vous permettra de l'utiliser si vous avez des stress dans votre vie. Alors, il y a plein de manières de pratiquer la pleine conscience. Il y a des petites choses comme ça qu'on peut faire au quotidien. Des crises de calme sous toutes les formes. Sur le souffle, quand vous marchez, vous prenez conscience des mouvements de votre corps. Vous pouvez vous arrêter et prendre une fleur, une rose ou autre, et l'observer avec tous vos sens. Vous pouvez vous doucher en pleine conscience. C'est en fait faire un peu un arrêt sur image et prendre le temps de prendre conscience de ce qui se passe. Et je vous conseille de faire vraiment souvent des pauses comme ça dans la journée, 2-3 minutes. Bien sûr qu'il y a des manières plus prolongées de pratiquer la pleine conscience et vous trouverez souvent le mot méditation, parce que ça s'appelle méditation de pleine conscience. Donc la méditation, c'est quelque chose qu'on n'a pas inventé maintenant, ça existe depuis des millénaires, et ça a été beaucoup pratiqué au niveau des religions. Mais là, on parle de méditation laïque, de pleine conscience, qui est juste de pratiquer l'aptitude à poser notre attention dans le moment présent. Alors, on revient à notre histoire de chocolat. Donc, Elpida va vous distribuer des petites choses. Une petite chose. Donc, vous allez en prendre un chacun, vous faites passer.
Voilà, alors je vous demande bien sûr de ne pas le manger à l'avance. Il y a des serviettes là. Vous pouvez poser sur la serviette parce que ça risque de fondre. Voilà, tout le monde a son carré de chocolat. C'est bon, ok. Alors, je vous demande de vous attarder à regarder un instant ce carré de chocolat. Vous pouvez l'observer dans sa forme. Il a quelque chose certainement de très particulier. Observez comment est le dessus. Peut-être des dessins, des stries, le dessous. C'est brillant ou mat. Et vous pouvez le casser en 3-4 petits bouts. Vous pouvez décroiser vos jambes pour poser de manière plus stable la serviette sur vos genoux. Et vous allez prendre un de ces petits bouts, comme si c'était l'unique morceau de chocolat que vous aviez à déguster. Et vous allez l'observer dans la tranche, là où vous l'avez coupé. Vous allez le porter à vos narines et vous concentrer sur son odeur. Je vous rappelle que c'est le seul et unique chocolat que vous ayez. Vous allez le toucher. Est-ce qu'il est collant, chaud, velouté, froid, dur ou mou? Observez la forme de ce petit carré que vous avez coupé. Vous pouvez le porter à vos lèvres et en couper un petit bout avec les dents. Est-ce que ça fait un bruit? Et puis vous pouvez le porter dans votre bouche sans le mâcher, en le laissant dans la bouche. Et vous observez simplement ce qui se passe. Est-ce qu'il fond? Est-ce qu'il durcit? Observez que votre bouche est incroyable, il n'y a pas besoin de regarder dedans pour sentir où est ce morceau de chocolat. Observez peut-être s'il y a un goût. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez le mâcher s'il reste quelque chose. Et je vous demande d'essayer de ne pas déglutir, de déglutir juste un petit peu en arrière-gorge s'il y a trop de salive, de le garder le plus longtemps possible dans la bouche. Puis, si vous décidez de déglutir, de suivre la déglutition, de suivre jusqu'où vous sentez le goût du chocolat, de revenir dans la bouche. Est-ce qu'il y a encore du goût? D'observer comment vous vous sentez. Est-ce que vous avez eu de la satisfaction? Est-ce que, en observant votre ressenti, vous avez encore un désir de bout de chocolat? Si c'est le cas, vous avez une chance incroyable, c'est qu'il en reste encore. Et donc, vous pouvez recommencer avec un petit bout, de nouveau, comme si c'était l'unique chocolat. Bien sûr, vous n'étiez pas obligé, mais c'est important d'observer ce qu'on ressent et d'observer si vraiment on a envie de la satisfaction que va nous apporter la dégustation de ce morceau de chocolat. Et juste pour
que la conférence avance, parce que vous pourriez le faire pour les 4 morceaux, mais vous pouvez le faire tranquillement en parallèle. Amusez-vous à porter votre attention tantôt sur la dégustation du chocolat, tantôt à ce qu'on raconte. Juste pour répondre à ces quelques questions, est-ce que c'est la manière habituelle de déguster? Je vois des dubitatifs, je vois des noms. Hein, pas toujours pareil. Donc c'est différent. C'est différent en quoi? Est-ce que vous pourriez me dire? On prend le temps. C'est long et c'est long et c'est lent. On fait plus appel à nos papilles. Comment? On fait plus appel à nos papilles. On fait plus appel à nos papilles, oui. On décompose l'action, ce n'est pas juste manger, Oui. observer, attention, déglutir. Oui, on fait attention, on décompose, on déglutit. Ici, est-ce qu'il y a d'autres propositions? Ah, oui. On prend plaisir, pas seulement en le mâchant, mais avec d'autres plaisirs. C'est ça ce que vous voulez dire? En le touchant, le sentant, donc on prend plaisir avec tous nos sens. C'est ça? Oui. Ok. Est-ce que vous avez eu beaucoup d'informations avec ce petit bout de chocolat? Ceux qui n'ont pas répondu précédemment, peut-être? Oui? Et des hochements de tête? Ok. Beaucoup d'informations. C'est étonnant comme une petite quantité, quand on prête attention, apporte de l'information. Et donc là, pour le chocolat ou pour tout autre aliment, c'était provocateur, bien sûr. Oui, allez-y. De manger du chocolat, en fin de compte, c'est bizarre. Oui. Des fois, on mange vraiment par compulsion et on n'a pas tant envie de chocolat que ça, en fait. Oui, c'est super, c'est étonnant. C'est dommage, j'ai pas le micro sans fil, alors il ne va pas jusqu'à vous. Mais je vais répéter. Donc, mademoiselle ici présente a perçu qu'au début, lors de la distribution, elle avait un contentement qui montait. Elle était satisfaite à l'idée de pouvoir bientôt déguster. Mais quand elle a été très concentrée sur ce qu'elle faisait, elle s'est rendue compte qu'elle n'en avait pas tant envie que ça. Qu'elle était du coup moins satisfaite de ça. Et qu'elle se rend compte que souvent, elle pouvait en manger machinalement parce qu'elle ne s'interrogeait pas. C'est ça que vous avez voulu dire? Voilà. Et ça nous arrive souvent pour plein de choses. Donc en fait, voilà, quand on veut éviter de prendre 10 kilos dans l'année, on a la pratique de la pleine conscience. Et cette pratique de la pleine conscience, elle peut aussi s'appliquer à notre manière de manger. Il s'agit simplement de ralentir. Donc, bien sûr que, normalement, qu'est-ce qui logiquement doit nous faire manger? La faim. Les horaires. Oui, peut-être si vous risquez de ne plus avoir du tout de moment pour manger après, si vous travaillez. D'accord, mais peut-être que ça peut se modifier. Ça, c'est un truc social, hein, peut-être. Oui. Mais bon, souvent, on mange quand on a faim. C'est ça? Et on arrête de manger quand? Quand on n'a plus faim. Hein, souvent, c'est ça. Mais bon, comme vous avez vu au début du petit topo qu'on a fait, qu'il y avait des tas d'autres raisons de manger, eh bien, en fait, pour savoir où on en est, il faut ralentir. Pourquoi nous voulons manger? Est-ce que c'est par faim ou pour une autre raison? C'est ça, c'est faire une pause et de se dire mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai? Du coup, on va faire un petit état des lieux, un petit retour sur nous-mêmes. Et on peut peut-être se rendre compte, si on touche un peu plus ce qu'on ressent, de ce dont on a vraiment besoin. Plein de mes patientes, quand je les arrête, en fait c'est souvent parce qu'ils sont fatigués. Ils sont fatigués, et au lieu de s'arrêter et de se poser, eh bien ils vont manger, comme si ça leur donnait de la force. Mais ils n'ont pas faim, ils sont fatigués. Donc ce qu'il faudrait,
c'est apporter quelque chose qui les défatigue. Donc soit s'allonger, soit prendre une douche, je sais pas, faire une pause, voilà. Et plein de choses comme ça où on pourrait avoir d'autres possibilités. Mais si on ne s'arrête pas, eh ben c'est comme si on appuyait sur un interrupteur. On démarre au quart de tour et on fait la chose machinalement, sans même l'apprécier. Et si... Oui ? Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est important de vous arrêter et de vous poser d'abord et de constater ce que vous ressentez. Quand vous mangez du chocolat, vous voulez dire ? Ça vous permet de reprendre conscience ? Oui, ça permet de retrouver la conscience de soi-même, puisque déjà on a fait travailler le sens volontairement. Oui. Et à ce moment-là, ça permet de prendre du recul pour ensuite réfléchir que... D'accord. Donc quand vous dégustez en pleine conscience. D'accord. Très bien. Oui, tout à fait. Ça vous permet de faire un temps de pause, de dégustation en pleine conscience. Et après de revenir vraiment présent. Tout à fait. Et vous pouvez faire ce temps de pause avant la dégustation aussi, en vous rencentrant sur votre souffle, par exemple, et prendre conscience que vous avez un état de frustration. Et vous pouvez après faire le choix aussi de déguster. Le but, c'est d'être présent à ce que vous faites. Souvent, on n'est pas présent, on est en pilotage automatique, hein, quand on mange ce fameux petit bout de gourmandise qu'on a envie de prendre pour se faire du bien. D'accord ? Et donc là, vous voyez, regardez, l'important c'est de le faire par choix. Madame, vous décidez de le faire pour vous détendre, mais si vous le faites consciemment par choix, vous allez en profiter un maximum. Le problème, c'est qu'on ne le fait pas toujours par choix. Souvent, c'est machinal. Et regardez ce que j'ai écrit, c'est que si on n'est pas conscient que l'on prend quelque chose, eh bien le cerveau ne capte pas qu'on l'a pris. Ça nous apporte des calories, etc. Mais la satisfaction que peut avoir notre mental, eh bien, notre cerveau ne capte pas. C'est-à-dire que si pour un aliment, on a 10 bouchées, et qu'on est présent à 2 bouchées et demie, eh bien, il nous en manque. Il n'est pas assez satisfait. Et il va avoir envie d'en reprendre. D'accord ? Alors, je vous l'avais dit tout à l'heure, historiquement, c'était pratiqué par les religions, en particulier la méditation bouddhiste. Et là, c'est la définition officielle, donc c'est considéré comme une compétence psychologique à part entière. Donc, la personne qui a utilisé la pleine conscience au départ à visée thérapeutique, c'était un personnage qui s'appelle Jon Kabat-Zinn, qui est encore vivant. Et il en a fait même un système de thérapie. C'était quand même assez extraordinaire, parce que ça pouvait paraître dans les années 80 assez mystique. Et quand même, il a réussi à l'instaurer dans un service hospitalier. Et il y a eu de tels résultats, versus placebo, sur les personnes atteintes de stress et de douleurs, il l'a utilisé aussi pour les douleurs chroniques, que du coup, il a instauré un protocole et puis ça a été repris. Donc vraiment, aux États-Unis, ils ont été carrément en avance, puisque nous, en France, ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'on intègre la pleine conscience, et très lentement. Et franchement, on en entend parler plus que depuis les 5 dernières années, où ça devient assez vulgarisé. Donc vous voyez, état de conscience qui émerge du fait de porter son attention de manière intentionnelle au moment présent, sans juger, sur l'expérience qui se déploie moment après moment. Voilà. Chacun des éléments de la définition est essentiel. Donc là, j'ai fait exprès de faire une diapo archi touffue, c'était pour vous dire simplement que ça avait été scientifiquement prouvé, avec des scintigraphies du cerveau, avec des études versus placebo, versus traitement, et que ça a prouvé son efficacité scientifiquement. Et on approche à la fin de la conférence, donc ça va être après une histoire de questions-réponses. Donc juste un proverbe tibétain. Si l'eau n'est pas agitée, elle devient claire. Merci de votre attention et je vous laisse poser des questions. On peut avoir quelques minutes de questions.